Ok, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai presque terminé de noter vos copies. J'aurais espéré le faire avant le cours, mais euh, c'est assez long. Donc, il me faut encore un petit peu de temps. Et j'aurais très certainement terminé aujourd'hui. Donc, je vous mettrai les notes, je les mettrai normalement directement dans Camilo. Et ce que je ferai, c'est que je vous enverrai chacun individuellement un email avec le récapitulatif des points par question. Comme ça, si vous voulez vérifier, regarder, donc vous aurez un email avec votre note globale et les points par question. Et donc vos copies, comme moi j'ai seulement le scan, elles sont toujours disponibles au secrétariat. Donc si vous voulez les récupérer pour regarder, vous pouvez faire ça sans problème. Euh, ok. Globalement, pour le moment, c'est pas mal. Vous avez bien compris le principe. Cette première partie, elle est, comment dire, elle est plus technique dans le sens où il s'agit vraiment de comprendre comment fonctionnent les différents automates avec leur grammaire associée. Euh, donc on est dans une partie, voilà, il y a surtout beaucoup de choses à connaître. Une fois qu'on les connaît, c'est pas si compliqué que ça. Dérouler une machine de Turing, c'est pas si compliqué que ça. Euh, donc c'est pas une partie du cours qui est très compliquée. Il y a quelques petites choses qui sont un peu plus compliquées. Concevoir des grammaires ou concevoir des machines de Turing ou des automates, c'est toujours un petit peu plus difficile que de les lire. Mais bon, globalement, je vois que c'est des choses que vous avez plutôt bien compris. Euh, Là, dans cette deuxième partie du cours, on commence donc maintenant. On a terminé sur la première partie. Euh, Dans cette deuxième partie, euh, on, on va parler de la thèse de Church-Turing. Donc, euh, l'idée là, c'est de quitter le domaine technique, enfin, d'utiliser tout ce qu'on a appris sur les automates et les langages et les grammaires. Donc, vous avez ces fameux trois cercles, là, comme ils sont représentés ici, euh, sur le tableau. Qu'on a, enfin, ces trois cercles, enfin, ces trois séries de cercles concentriques que j'ai dessinées à maintes reprises au fur et à mesure qu'on a avancé sur le cours. On va surtout s'attacher, on va utiliser ceux du centre, mais pour cette partie, on va surtout s'attacher au plus grand cercle. D'accord? On va essayer de comprendre qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que cette théorie, ces modèles peuvent nous dire sur le calcul en général euh, et sur ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc, il y a des résultats très, très importants et très intéressants qui surviennent, dont la fameuse thèse de Church-Turing, qui est vraiment au cœur de cette deuxième partie du cours, euh, et qu'on va progressivement voir et introduire. Euh, et il y a plusieurs résultats qui sont importants. C'est vraiment là, on atteint le cœur du cours. Dans la troisième partie, on regardera cette notion de complexité. On viendra un petit peu sur cette idée de, j'ai utilisé le laser là, ces cercles concentriques là. On reviendra un petit peu sur cette idée d'être plus ou moins complexe, des problèmes plus ou moins complexes, d'accord? Dans le domaine de ce qu'on appelle le décidable, on verra qu'il y a des niveaux de complexité et on va essayer de théoriser cette idée de la complexité. D'accord? Donc ici, on a vu différents modèles, mais bon, une, euh, on n'a pas forcément une théorie derrière qui nous dit exactement combien il y a de cercles concentriques. En fait, il y en a beaucoup. On peut avancer dans la complexité dans ce sens-là, euh, ou bien au-delà alors je devrais plutôt dire ici, et ici, c'est plus logique, mais c'est valable aussi pour là. On peut avancer bien au-delà des langages contextuels.
en termes de complexité. Euh, et donc, on va voir comment on peut donner une certaine cohérence, structure à cette hiérarchie de complexité. Ça, ce sera la troisième partie. Donc, on sera dans la troisième partie dans le domaine de ce qui est décidable. Là, sur cette partie-là, on va voir vraiment la frontière du décidable, ou la définition du décidable. D'accord? Et on va y revenir hein, sur cette définition. Alors, je réfléchis 2 secondes à la façon d'approcher le problème parce que j'ai toujours, comme je donne ce cours en parallèle, j'ai toujours quelques blancs sur est-ce que j'ai déjà parlé de ça ou pas. Euh, et surtout, là, j'ai une présentation et je réfléchis, est-ce qu'il vaudrait mieux que j'utilise la présentation ou le tableau blanc? Je pense que le tableau blanc, c'est mieux pour, pour avancer. Euh, ok. Euh, pour avancer sur cette partie, donc le premier topic, enfin sujet de cette deuxième partie, c'est la notion de calculabilité, d'accord, et décidabilité. Euh, pour bien comprendre cette première partie, il faut vraiment on ait un certain nombre de définitions bien claires en tête, d'accord? Donc je vais juste amener une nouvelle page. Il faut qu'on ait un certain nombre de définitions bien claires. Et notamment, je vais sortir, euh, donnez-moi 2 secondes. C'est ça, on est sur le sujet 5. Ok. Euh, alors, il faut qu'on ait quelques définitions très claires, notamment celle de qu'est-ce que ça veut dire être un décideur, qu'est-ce que ça veut dire que décider un langage et reconnaître un langage. Là, vous voyez ici, on a utilisé beaucoup l'expression reconnaître à tous les niveaux. Attendez, j'essaie de changer de page. Comment est-ce que je fais? Alors, euh, ici, on a utilisé beaucoup l'expression reconnaître, d'accord? Euh, pour chaque classe d'automate, on dit qu'elle reconnaît une certaine classe de langage, d'accord? Donc, on va commencer par revoir cette définition de reconnaître, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand on dit euh, M est une machine de Turing qui reconnaît L. Juste pour être, parce que c'est la même définition de reconnaître que pour les automates finis, et état fini, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? N'hésitez pas si vous voulez mettre la réponse dans le chat, c'est possible. D'accord? C'est très important de bien avoir en tête tous ces termes-là et ces définitions-là, parce qu'on va les utiliser beaucoup maintenant. Donc, une machine reconnaît un langage si, non? C'est pas une question piège, hein? Allez-y.
Si et seulement si, pour toutes les chaînes dans le langage, M accepte cette chaîne, tout simplement. Alors avant, on disait pour les automates finis, euh, pour toutes les chaînes qui sont pas dans le langage, la machine rejette. D'accord? Alors, c'est vrai parce que pour un automate fini, et, et en repensant à votre projet, vous pouvez voir ça, pour un automate fini, d'ailleurs en parlant de projet, hein, je pense qu'on avait dit que la date limite pour la machine de Turing, c'était, je sais plus si vous l'avez déjà rendu ou pas? C'était dimanche dernier ou c'est... C'était dimanche dernier, il faut que je les corrige. Euh, j'ai un doute. Non, normalement, on doit les rendre ce week-end. Ah, c'est ça, c'est ce week-end. Ok. Ok. Donc ce week-end. Ok. Donc ce week-end, c'est la date limite. Et ce sera important parce qu'on va se servir de ça pour ce qui va suivre dans le cours. Euh, Jeanne me dit qu'elle ne voit pas ce que j'écris. Non, alors j'ai appuyé sur All Eyes on Me. Normalement, maintenant tout le monde voit. Vous voyez? Euh, Là, bon, j'ai juste écrit M is a Turing machine that recognizes L is equivalent to for all. Pour tout W dans L, M accepte W. Euh, alors, dites-moi si vous voyez pas. Donc, votre projet, quand vous avez fait le DFA, euh, vous voyez bien qu'en fait, votre, votre simulateur ne peut jamais se retrouver dans une situation où il ne peut que accepter. D'accord? On est toujours dans cette situation-là. On accepte si la chaîne est dans le langage, on rejette si ça ne l'est pas. Dans le langage reconnu par M. D'ailleurs, c'est la définition de reconnaître. OK? Et il y a une petite différence avec les machines de Turing. Quelle est-elle? On n'a plus, on n'a plus seulement deux cas de figure, accepter ou rejeter, on en a trois. Quel est le troisième? Ça peut Et tourner vous- en boucle, non? Voilà, tout à fait. Merci Clémence. Donc effectivement, elle peut tourner en boucle. D'ailleurs, si vous voulez, faites le test, hein. Là, vous allez faire un programme qui va être très similaire au précédent, plus facile très probablement que le PDA. Vous allez voir parce qu'une machine de Turing, en soi, c'est un peu plus simple. Vous n'avez pas à gérer le problème des epsilon dans le stack. Et puis dans la chaîne de lecture, il n'y a plus de epsilon. Donc les epsilon, ça complique un peu les choses. Là, vous êtes sûr, vous êtes dans une machine donc déterministe, hein. Vous embêtez pas, imaginez des cas non déterministes, hein, comme d'habitude. Euh, et, et vous allez voir, hein, vous suivez les instructions. Vous avez la machine, elle vous dit, vous lisez telle chaîne, vous écrivez ça, vous allez à droite, vous écrivez ça, vous allez à gauche. C'est bête et méchant, entre guillemets. Mais vous allez voir que effectivement, ce qui est nouveau par rapport au précédent, bon, le PDA, il y a moyen de s'assurer qu'il ne tourne pas en boucle. Mais ça dépend comment on le programme. Le DFA, c'est sûr. Le DFA, vous avancez, à la fin, vous arrivez, vous avez une réponse. Là, avec la machine de Turing, maintenant, la chaîne de caractères, on ne peut pas dire, vous voyez bien que votre chaîne de caractères, d'accord, A, B, B, A, vous voyez bien que vous ne pouvez plus dire, je fais ça, ensuite je lis ça, ensuite je lis ça, ensuite je lis ça, et après j'ai terminé. Et je suis soit dans accept, soit rejette. C'est pas comme ça avec la machine de Turing, puisque maintenant, mon ABBA, il est inscrit dans une bande qui est d'ailleurs une mémoire infinie. Et on peut très bien aller à droite, aller à gauche, marquer les cellules avec des symboles différents. On peut continuer même à droite, plus loin, et marquer d'autres cellules, si on veut. D'accord? Donc, il n'y a plus cette idée, et c'est en fait tout à fait possible de se retrouver à boucler indéfiniment, donc comme Clémence l'a dit.
Donc, c'est pour ça que la définition de reconnaître est un peu différente dans le sens où quand on reconnaît et quand on est dans une machine, tout ce qu'on dit, c'est quand la machine accepte, c'est dans le langage. Quand c'est dans le langage, la machine accepte. D'accord? C'est tout. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on distingue ça d'une autre définition quand on dit qu'est-ce que ça veut dire qu'une machine décide, elle? Quelle est la différence entre reconnaître et décider? Et donc, ça va être très important puisque ça va nous amener à la question de la définition des euh, langages décidables, etc. Même si vous n'avez pas lu le matériel, intuitivement, on peut deviner. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence avec reconnaître? En référence à ce que je viens de dire. C'est ça accepte ou ça rejette. Du coup, Voilà, tout à fait. Merci Mathilde. Ça accepte ou ça rejette. C'est tout. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne se retrouve jamais dans une situation de boucler tout le temps. Alors, on peut le décrire ça de différentes façons. On peut dire effectivement, on peut dire pour tout W dans L, M accepte W. Pour tout W dans L bar, yep, W prime, euh, M rejette W prime. D'accord? Vous voyez bien ce que j'écris là? Dites-moi s'il y en a qui ne voient pas, s'il y a des problèmes. Parce que parfois, il faut que j'appuie sur All Eyes on Me dans Zoom pour que tout le monde voit. Donc dites-moi. Donc ça, c'est une façon de le dire, c'est-à-dire toutes les chaînes qui sont dans le langage sont acceptées, toutes celles qui ne sont pas dans le langage, pardon, oui, qui appartiennent à L-bar. J'aurais pu aussi simplement écrire, peut-être que ça aurait été intuitivement plus simple, d'écrire qui n'appartiennent pas à L. M rejette. D'accord? Euh, mais on peut aussi écrire, tout simplement, on va dire, pour toute chaîne W, euh, alors je vais dire appartient à sigma étoile, ça veut dire en gros, ah non, parce que sigma étoile, c'est, excusez-moi, sigma étoile, c'est un, si, c'est un langage, c'est n'importe quelle combinaison, donc si, ça fonctionne, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire n'importe quelle chaîne de caractères, en gros. M s'arrête, d'accord? En anglais, halts, ok? Je le mets en anglais parce que dans les lectures, ça va être en anglais, donc je préfère que vous ayez les mots en anglais, mais je vous dis en même temps les termes en français. Euh, donc, M s'arrête. Alors, c'est un terme technique, hein, halts. C'est une définition précise, ça veut dire que la machine ne boucle pas indéfiniment. Elle s'arrête au bout d'un moment. Alors, c'est une définition équivalente, en fait, de dire que pour n'importe quelle chaîne de caractères, elle s'arrête, que de dire pour celle dans le langage, elle accepte, pour celle pas dans le langage, elle rejette, puisque, en fait, c'est la définition même de décider, puisque quand une machine décide, elle reconnaît. Donc, ça veut dire que une machine, par définition, est toujours
un reconnaisseur, un recognizer, ok? Toujours, parce que une machine reconnaît toujours un langage. Même si ce langage est vide, une machine reconnaît toujours un langage. Mais une machine n'est pas toujours un décideur, d'accord? Donc on parle, dans ce cas-là, on dit que M is a decider pour le langage L. Mais on dit que M, c'est un decider. C'est une caractéristique d'une machine, d'accord? Euh, ok? Donc, une machine, par définition, est toujours un recognizer parce que c'est l'essence même d'un automate, c'est de reconnaître un certain langage. C'est son intérêt. Mais ce n'est pas toujours un decider. Maintenant, si on élargit la notion de machine aux automates finis, par exemple, un automate, un DFA est toujours un decider. D'accord? C'est comme on l'a vu, un DFA ne peut pas se retrouver dans une situation où il boucle indéfiniment. C'est pas possible. Pour une Turing Machine, c'est pas le cas. D'accord? Maintenant, euh, c'est pas le cas parce qu'on peut en fait toujours. Vous pouvez prendre n'importe quelle machine de Turing, même celle qu'on a vue là, d'accord, qui sont des deciders. Donc, par exemple, question, est-ce que les machines de Turing qu'on a étudiées là, donc par exemple, celle qui reconnaît là AN, BN, CN, ou celle dans le livre, vous avez deux autres, hein, c'est celles qui sont indiquées ici. Une qui reconnaît W, dièse W, une qui reconnaît toutes les puissances de 2 de 0. D'accord? Je vous ai expliqué un peu le principe. Il marque un 0 sur 2 autant de fois que possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un 0. Euh, Est-ce que ce sont des décideurs, ces machines-là, ou pas, à votre avis? On a vu trois machines. Ou est-ce que ce sont des recognizers, mais pas des décideurs? Ah, Nathan me dit qu'à chaque fois, il faut qu'il change de page pour voir ce que j'écris. Alors attendez, euh, je vais annuler, repartager, et vous allez me dire si c'est mieux. Est-ce que là, vous voyez? Dites-moi, hein. N'hésitez pas à me dire dans le chat. Oui, je vois, c'est bien. Ok, super. Donc la question que je posais, c'est, donc on a vu trois, enfin on en a vu un ensemble en cours, mais je vous ai demandé de regarder aussi ces deux-là dans le livre et de tester avec. Est-ce que ce sont des décideurs, à votre avis? Ok? Est-ce que ce sont des décideurs, des décideurs? Autrement dit, est-ce que ce sont des machines de Turing? Oui, ça, ce sont des machines de Turing qui s'arrêtent toujours. Alors, la réponse est oui, d'accord? Ce sont des machines de Turing qui s'arrêtent toujours. On peut le prouver d'ailleurs. On peut prouver que dans toute situation, on va toujours arriver à Q-accept ou Q-reject. D'accord? On n'a jamais de situation où on boucle indéfiniment. Euh, euh, c'est assez facile d'ailleurs. Il suffit de montrer que quelles que soient les configurations, on arrive toujours à un état, à un Q-accept. D'accord? Un état Q-accept ou à une transition non valide. Donc, dans ces trois cas-là, on a des décideurs sur des machines qui ne bouclent jamais indéfiniment, même si qu'on mette une chaîne dans le langage ou en dehors du langage. On peut voir ça intuitivement, d'accord? Donc, là, je vais changer de page. Si, y en a qui ont des difficultés pour voir, vous me le dites, d'accord? Euh, donc là, j'ai changé de page. Je suis sur la page où j'étais à la base, d'accord? Euh, on parle de la définition de décideur. Donc, ces langages sont des décideurs, d'accord?
Mais on peut très bien les dégrader entre guillemets. D'accord? Euh, on pourrait imaginer simplement ajouter que dans une configuration particulière, je ne sais pas, par exemple pour les zéros, reconnaître les puissances de deux nombres de zéros, vous pourriez imaginer que dans une configuration où vous avez juste 3 zéros, par exemple, juste dans le cas où il y a 3 zéros, la machine rentre dans un certain état particulier où elle se retrouve à faire euh, lire zéro, écrire zéro, aller à droite, lire zéro, écrire zéro, aller à gauche. Et vous voyez que là, on a créé artificiellement, d'accord? Donc imaginez que pour une raison ou une autre, quand vous avez 3 zéros, c'est complètement arbitraire, hein, c'est ce que je dis, hein, mais c'est juste pour vous montrer, le nombre de Turing, de machines de Turing qu'on peut créer est infini, d'accord? Il y a un nombre infini de Turing, de machines de Turing, et on peut très bien prendre une machine de Turing qui fonctionne très bien et la dégrader, et la faire entrer dans certaines configurations une boucle infinie. D'accord? Ça s'appelle un bug hein, dans le langage normal de programmation. C'est souvent ça. Un bug, c'est vous avez une certaine configuration qui va vous amener dans une partie du code qui a un comportement bizarre avec cette configuration-là. Bon, on peut très bien imaginer une machine de Turing qui fasse ça. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez transformé votre décideur en simplement un recognizer, enfin une machine de Turing qui n'est plus un décideur. D'accord? Vous avez retiré la capacité de cette machine de Turing à être un décideur puisque il existe une chaîne pour laquelle elle ne renvoie pas de réponse et elle boucle indéfiniment. OK? Ça va? Dites-moi si c'est pas clair. Euh, OK. Donc, euh, donc là, dans ce genre de situation, on n'a pas un décideur. J'ai écrit en français. Moi. OK. Donc, question suivante. Qu'est-ce qu'un langage décidable? Alors, on va utiliser beaucoup de termes similaires, mais pas d'adjectifs avec la même racine, mais pas attribués aux mêmes choses. D'accord? Il faut bien séparer les automates. Donc, un automate peut être un décideur. Un langage n'est pas un décideur. Un langage est décidable. Et un automate n'est pas décidable. Un automate est un décideur. Ça va être vraiment important de séparer ça dans votre tête. D'accord? L'automate, c'est lui qui décide. Langage, il peut être décidé. Alors, en fait, techniquement, on ne dit pas qu'un langage est décidé, c'est plutôt une chaîne qui est décidée. Accept ou reject. D'accord? Mais le langage peut être décidable. Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis un langage décidable? Elle est, je vais rester cohérent quand même, is decidable if and only if. Pareil, c'est assez intuitif. Même si vous n'êtes pas sûr, tentez. Qu'est-ce que vous diriez? Bah, si il existe un oméga dans l'alphabet qui fait que l'automate va s'arrêter. Après, ça reprend juste la Euh, définition de... S'il en existe un tel que l'automate va s'arrêter, c'est pas beaucoup quand même. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le cas que j'ai décrit avec les puissances de 2 de 0, on a juste un cas. Ce cas-là où ça s'arrête pas, vous diriez que le langage, il est quand même décidable. Enfin, comment dire? C'est pas que cette machine de Turing, elle ne décide pas, d'accord? Elle ne décide pas. Ce n'est plus un décideur parce qu'il y en a un qui ne peut pas être. Vous me dites, il suffit qu'il y ait une chaîne dans le langage qui puisse être décidée. Bah, alors, il faut que pour toute
situation où l'automate ne pourrait pas s'arrêter, il faut qu'on ait une chaîne de caractères ou enfin quelque chose dans l'alphabet qui fera que ça s'arrête. Du coup, mais pas, il existe, mais ce serait pas non plus pour tout, mais c'est juste Oui, pour oui, il existe, mais vous l'avez presque, hein, vous avez un peu compliqué la chose. Mais il faut il existe, c'est le point de départ, c'est très bon. Mais il existe quoi? Pardon, ça. Il existe, Est-ce que il existe une machine de Turing qui décide ce langage? oui, tout à fait. Il existe M, tel que M est une. Je vais le garder en anglais pour être cohérent. Decides L. Ou M est un décideur pour L. On aurait pu dire ça aussi. D'accord. Tout simplement. Mais je pense que je ne sais plus si c'était Clémence ou Mathilde, mais vous étiez pas loin. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est il faut que pour chaque chaîne de caractères, on ait une machine de Turing qui décide pour cette chaîne de caractères. Euh, et ce qui est quelque chose d'intéressant, j'avais jamais pensé à la chose comme ça, mais je pense que si vous avez ça, c'est-à-dire qu'il existe aussi une machine de Turing qui peut décider pour chaque chaîne de caractères. D'accord, vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine de Turing différente à chaque fois, quoi. Donc et c'est très important que ce soit la même machine de Turing qui décide. D'accord, ça, c'est très important. Puisque vous avez un algorithme qui va vous permettre de décider pour toutes les chaînes de caractères si cette chaîne est dans le langage ou si elle n'y est pas. D'accord? Donc un langage est décidable s'il existe une machine de Turing, donc il faut juste une. D'accord? Une et suffit. Donc moi, quand j'ai dégradé là ma machine de Turing en disant euh, ben, je peux très bien, dans certaines configurations, juste avec 3 zéros par exemple, entrer une boucle infinie. Est-ce que j'ai rendu le langage non décidable? Non. Parce que si on l'enlève, du coup, c'est bon. Voilà, parce qu'en fait, ça ne change rien parce que j'ai créé une nouvelle machine de Turing. Donc, on va dire que la première, c'est je change de page. Dites-moi si vous ne voyez pas là, je change de page. Ça, ma machine de Turing qui, elle, est un décideur. D'accord? Donc, cette machine de Turing, elle décide, hein. On peut prouver que à chaque fois, pour chaque chaîne d'entrée, on arrive toujours à accept ou reject. Mais je peux la dégrader, mais en la dégradant, en fait, ça, si j'appelle ça M1, je peux la dégrader et créer M1 prime. Mais si ça, c'est un décideur et que ça, euh, ce n'est pas un décideur pour le même langage, hein, ça change rien. Peu importe ça, je peux simplement garder l'idée que j'ai un, il suffit qu'il existe un M, d'accord? Il y en a un. Donc le langage est décidable, d'accord? De la même manière, vous avez vu dans le livre qu'on a une machine de Turing qui est un décideur pour ce langage-là et aussi pour ce langage-là. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces trois langages? Euh, et là, on avait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces trois langages-là? Ils sont tous les trois. Mais ils sont tous décidables. Ils sont tous décidables. Ça, elle est bon. OK. Ils sont tous décidables, parce qu'il existe pour chacun une machine de Turing. OK, super. Alors,
Qu'est-ce qu'un langage reconnaissable? Recognizable. C'est beaucoup plus large en fait, hein, comme définition. Qu'est-ce qu'un langage recognizable? Il existe une machine de Turing qui accepte tous les oméga dans L. Tout à fait. Il existe une machine. Merci. Euh, alors, tout simplement, hein, on va juste dire une machine learning recognizes. Mais ça revient exactement à ce que vous dites. D'accord? Donc, L, decidable. Oh, pardon, j'ai fait une erreur ici. Je voulais dire recognizable. Futur. Recognizable, il y a une machine learning qui reconnaît L. Alors, c'est très large, hein, parce qu'on peut même se dire, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un langage qui n'est pas recognizable, c'est-à-dire un langage pour lequel il n'y a même pas de machine learning qui accepte les... C'est compliqué à imaginer. Donc, on verra ça plus tard. C'est très large comme définition. Mais de cette définition, qu'est-ce que vous pouvez déduire par définition de l'inclusion? Et ici, on ne fait aucune supposition sur est-ce que c'est une inclusion stricte ou pas, mais de l'inclusion entre l'ensemble des langages décidables et reconnaissables. Decidable, recognizable. Est-ce que c'est tous les langages décidables sont reconnaissables ou tous les langages reconnaissables sont décidables? Dans quel ordre ça va? Pour moi, c'est tous les langages décidables sont reconnaissables. Bien sûr, tout à fait. Donc decidable, Venn diagram, d'accord? Recognizable. Donc decidable languages. Et si on les appelle techniquement, en fait, Turing, pour être plus clair, hein, Turing recognizable, c'est le terme technique. Alors, on sait qu'il y a des choses là-dedans, ça c'est sûr. On en a vu plein. En fait, tous les langages qu'on a vus depuis le début, tous sont décidables. Euh, de 0 star, 1 star, AN, BN, CN, tout ça. Mais on ne sait pas s'il y en a là. D'accord? Donc c'est possible que ce soit un ensemble, qu'en fait soit un sous-ensemble, mais qui soit égal. D'accord? Mais c'est quand même un sous-ensemble d'un point de vue technique, puisque la définition de décidable, elle est plus contrainte que celle de reconnaissable. Donc vous avez raison. Et on ne sait pas s'il y en a là. D'accord? Mais ça n'empêche que mon Venn diagram, d'un point de vue technique, il est correct. D'accord? C'est juste qu'on ne sait pas s'il y a un espace là. OK. Ça va? Dites-moi hein, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, euh, est-ce que c'est facile de concevoir un décideur? Ben oui, on peut simplement imaginer euh, euh, concevoir euh, un décideur. Il suffit de faire une machine de Turing très très simple. D'accord? Par exemple, une machine de Turing qui va vérifier qu'il n'y a bien que des zéros. D'accord? 0, 0 à droite. Et ensuite, vous avez un blanc à droite et Q accepte. Voilà. J'ai créé un décideur. Donc c'est facile de créer un décideur. Est-ce que c'est facile de créer un exemple de langage décidable? Non, pardon. Première question, est-ce que c'est facile de créer une machinerie qui n'est pas un décideur? Bon, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, euh, on peut dégrader, d'accord? Donc, je vous ai déjà euh, donné un exemple tout à l'heure.
on peut dégrader une machine de Turing euh, en supposant qu'on est dans le langage 0,1 ici, par exemple. Donc je prends exactement la même, hein, mais et je reconnais le même langage, hein, les deux. Donc ça c'est M1, M1', langage de M1 égale le langage de M1', égale 0 star, 0 étoile. Mais ici, en fait, la différence, c'est que je dis, ben, quand j'ai un 1 quelque part, euh, excusez-moi, hop, pour une raison étrange, quand j'ai un 1, j'écris un 1 et puis je vais à droite et ensuite, euh, je vais à gauche quoi qu'il arrive, quoi. Donc s'il y a un 0, j'écris un 0. S'il y a un 1, j'écris un 1 et je vais à gauche. Comme je vais à gauche, je vais revenir sur mon 1, donc je vais retourner à droite et à gauche et à droite et à gauche. D'accord? Je vais l'appeler Q loop. Et donc là, en fait, je reconnais le même langage, en fait, hein. Concrètement, si j'ai que des zéros, je vais accepter. Mais si j'ai un 1, par hasard, au lieu de rejeter, je vais entrer une boucle indéfinie. Donc là, ce n'est pas un décideur. Donc c'est facile de créer une machine qui n'est pas un décideur ou qui est un décideur. Maintenant, est-ce que c'est facile de créer un langage qui est décidable? Bah oui, dans la mesure où si on a, c'est un peu plus compliqué parce qu'un langage qui est décidable, vous voyez, c'est un langage tel que il faut qu'il existe il faut trouver une machine de Turing telle que cette machine euh, donne toujours une réponse. Mais on en connaît, d'accord? Donc concevoir un langage décidable, ben voilà, un. D'accord? Ça c'est décidable. Décidable. Pardon pour l'écriture. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est facile de concevoir un exemple de langage qui est reconnaissable mais pas décidable? Un exemple de langage qui est reconnaissable mais pas décidable, à votre avis? Bah non, c'est pas possible de faire ça. Euh, c'est c'est plus compliqué en tout ça. En tout cas, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Qu'est-ce qui a introduit et vous avez raison, enfin vous avez peut-être raison de dire c'est pas possible, mais même si c'était possible, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus difficile quand on met à la négative? Pas décidable. Un langage qui n'est pas décidable, ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il n'existe aucune machine de Turing qui va reconnaître le langage. Vous êtes presque. Il n'existe aucune machine de Turing qui va. C'est juste pas le bon verbe. Décider du langage. Décider le langage. There is no M such that M. Et pourquoi c'est très difficile de concevoir et même, j'ai envie de dire, si vous l'avez conçu, de prouver qu'un langage n'est pas décidable. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus difficile que de trouver un langage décidable? De prouver qu'un langage est décidable.
Quelle est la différence de difficulté entre ça et ça? C'est un problème fondamentalement mathématique, hein. Dans les preuves. Il y a des preuves qui sont fondamentalement plus difficiles que d'autres. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que là, c'est plus difficile? Quand c'est la première sur il existe, il a ensuite d'en trouver une seule. Alors que l'autre, c'est pour Voilà. toutes. D'ailleurs, faut tester chaque, comment dire, chaque Machine de M en Turing. fait pour trouver Est-ce que c'est une. possible de tester toutes les machines de Turing? Non, Non, parce qu'il y en a une infinité. C'est pas c'est possible. ça. Ouais. On peut pas dire j'ai fait la liste de toutes les machines. Donc c'est ça qui est très difficile. C'est ça qui est très compliqué. Vous avez tout à fait raison. Là, il suffit pas d'en trouver une. Là, vous en trouvez une. euh, pour ces cas-là, vous en trouvez une et puis bah, c'est bon. Il suffit d'en fait de la concevoir, la machine, et vous avez prouvé que le langage est décidable. Pour prouver qu'un langage n'est pas décidable, vous pouvez pas juste dire bah, j'en ai pas trouvé jusque-là. C'est pas une preuve de dire j'en ai toujours pas trouvé. D'accord? Alors, ce problème-là, en fait, il est à l'origine de toute cette discipline-là. Donc, je fais une pause un peu sur 2 minutes parce que euh, pour revenir sur l'histoire de cette discipline et pour ceux qui sont dans le parcours métier de l'enseignement, c'est particulièrement intéressant et important parce que c'est vraiment un moment clé dans l'histoire des mathématiques. Euh, En fait, à la fin du 19e siècle, d'accord, on a vraiment l'avènement du formalisme. Donc, les mathématiques, depuis l'Antiquité, on travaille avec un certain nombre comment dire, d'axiomes, de mécanismes pour prouver des choses. Donc, il y a cette notion de mécanisme, il y a même des algorithmes, en fait, hein, qu'on a conçus. Euh, mais pour la première fois au 19e siècle, avec l'algèbre de Boole et puis avec le, le formalisme que développe Frege, on a des mathématiques qui sont de plus en plus entièrement formalisées sur la logique symbolique. D'accord? Cette notion du symbolique, en fait, elle est assez récente. Elle date, à mon sens, de François Viette. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ceux qui font un peu d'histoire des mathématiques, vous en avez sûrement entendu parler. Un grand mathématicien du 18e siècle, si je ne me trompe pas. C'est peut-être, non, peut-être 17e en fait. 17e siècle. De la région en plus, hein, il était à Fontenay-le-Comte, en Vendée, l'actuelle Vendée. Euh, et, euh, et donc, il a développé vraiment l'algèbre moderne, en fait, hein. Euh, Quand je dis algèbre moderne, c'est dans le sens du formalisme. C'est-à-dire qu'il a développé ce concept de symbolisme où vous avez des lettres qui représentent certaines quantités et qui sont inscrites dans un certain système formel. D'accord? Donc c'est un peu le premier système formel. Jusque-là, on fonctionnait avec des méthodes de résolution de problèmes. On pouvait résoudre des problèmes avec certaines méthodes, certains algorithmes justement, pour arriver à trouver des solutions, mais on n'avait pas la notion de système formel symbolique. Et donc, au 19e siècle, on pousse ça beaucoup plus loin en fondant vraiment l'essence même des mathématiques avec la notion de prédicat, de proposition, calcul propositionnel avec les et, les ou, les implications, etc., la notion de preuve et tout ça dans un système. Et comme on a ce système qui est en fait où tout devient mécanique, c'est-à-dire qu'on a
le système rend illimité, on n'a plus besoin de concevoir un certain nombre d'algorithmes par rapport à certaines situations, on voit que le système peut même commencer à parler des mathématiques elles-mêmes. C'est-à-dire que le système euh, peut dire des choses justement comme euh, pour tout, peut définir formellement la notion même euh, de, d'axiomes, de règles, etc. Euh, et donc, dans l'élan positiviste de cette époque-là, certains se disent, mais finalement, peut-être qu'on peut, par le biais de certaines règles et de certaines mécaniques, découvrir tous les théorèmes de mathématiques dans un certain système. D'accord? Donc, si on développe un système suffisamment puissant, on va pouvoir découvrir tout de façon mécanique. Alors, peut-être qu'il faudra beaucoup de temps, peut-être que ce sera très long et compliqué, mais on va peut-être trouver une procédure de décision, une méthode de décision qui, étant donné un certain problème, pourra toujours nous donner la solution. D'accord? Ça, c'est le problème, si je ne me trompe pas, numéro 2 et 10 plus ou moins, du programme de Hilbert qu'il a développé en 1900. Il a développé tout un programme pour les mathématiques du XXe siècle, avec un ensemble de questions. D'accord? Donc on appelle ça le programme de Hilbert, avec un ensemble de questions pour le XXe siècle, je crois qu'il y en a 23. Et dans ces questions, donc c'est des défis pour le XXe siècle à résoudre. D'accord? Des défis à résoudre. Dans ces défis, il y en a plein qui ont été résolus, hein. C'est un programme qui a eu une influence incroyable sur le développement des mathématiques dans le XXe siècle, parce que beaucoup de gens se sont attelés à essayer de résoudre ces problèmes. Certains ont été résolus beaucoup plus tard, à la fin du siècle. Euh, mais il y a deux problèmes qui ont été donnés, et notamment un de ces problèmes, c'était plus ou moins de dire, bon, il y en a un qui est lié aux équations diophantines pour essayer de voir s'il est possible de systématiquement trouver la racine d'une certaine équation avec des nombres entiers. D'accord? Donc voilà, des équations diophantines, bref. Mais peu importe. En fait, la façon dont la question était formulée, c'est est-ce qu'on peut trouver et puis il y avait une autre question qui était liée à ce problème-là, il y en avait deux. Mais fondamentalement, on a résumé ces deux questions dans ce qu'on appelle, alors, s'il y en a qui ont fait de l'allemand, excusez-moi parce que je ne sais pas du tout parler allemand, mais c'est quelque chose comme le Eichtung-Problem, d'accord? Le problème de décision, en gros, d'accord? Le problème de décision, on les a résumés comme ça. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut définir un algorithme qui permette de systématiquement décider de ces problèmes-là, d'accord? Donc c'est lié ici à notre problème de décision, hein. Donc, l'idée, hein, c'est très simple, hein, c'est de dire, est-ce que, étant donné un certain problème, on a un algorithme qui permet de répondre s'il existe ou pas une solution. D'accord? Euh, dans ce cas-là, en fait, on ne cherchait même pas forcément à avoir la solution, mais simplement de dire s'il y avait ou pas une solution. Bon. Le problème, c'est que au fur et à mesure que je reviens à notre idée là je sais plus, je crois que c'était Nathan qui a dit, bah, le problème c'est que c'est plus difficile de montrer qu'un langage n'est pas décidable parce que on, il faut tester plein de machines de Turing, mais on les aura jamais toutes testées, d'accord? Euh, le problème du Einstein problème, d'accord? C'est comme ça qu'il a été formalisé en 1928 pour résumer ces deux problèmes, c'est le problème de la décision. Beaucoup de mathématiciens se penchent dessus. Et le problème, c'est qu'ils se rendent compte que, en testant et en réfléchissant, il n'y a probablement pas de solution à ce problème-là. Mais Hilbert, lui, il n'avait pas anticipé ça. Il n'avait pas dit, est-ce qu'il existe une solution à ce problème? Trouver un algorithme qui permet de résoudre le problème. D'accord? Trouver un algorithme qui permet de dire si c'est possible ou pas de résoudre cette équation. Et c'est facile s'il y a un algorithme, c'est facile de résoudre le problème. C'est très compliqué s'il n'y en a pas.
Est-ce que s'il n'y a pas d'algorithme, comment est-ce qu'on prouve qu'il n'y a pas d'algorithme? Comment est-ce qu'on prouve que le problème de Hilbert, qu'il a posé, est en fait insoluble, euh, insolvable, ou insoluble, bref, ne peut pas être résolu. Et donc, et qu'est-ce qui est particulier parce que le concept d'algorithme depuis l'Antiquité, on l'a, d'accord? C'est un concept qui est connu, qui est utilisé. On en a des algorithmes, d'accord? Et à chaque fois, on a des algorithmes pour répondre à certains problèmes, d'accord? Donc, le concept d'algorithme n'est pas problématique, on l'a euh, dans notre tête. Mais le problème, c'est quand il s'agit de dire qu'il n'existe pas d'algorithme. S'il n'existe pas d'algorithme, d'accord? euh, alors, qu'est-ce qui est plus compliqué s'il n'existe pas d'algorithme? C'est qu'il faut définir formellement ce que c'est qu'un algorithme. Parce que tant que vous utilisez des algorithmes pour résoudre des problèmes, eh ben, vous n'avez pas besoin de formellement définir ce que c'est qu'un algorithme. Vous en avez vu. D'accord? D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait avec ce cours-là. C'est-à-dire que vous avez tous vu des algorithmes. Vous avez tous, et c'était un peu l'objet de l'introduction de ce cours, vous avez tous utilisé des algorithmes. Je veux dire, si je vous demande de concevoir un algorithme pour trier un tableau, vous êtes tous capables de me le faire. Mais ce que vous n'êtes pas capable de faire, c'est de donner une définition de l'algorithme. Ce que c'est, dans son essence, un algorithme, une définition formelle. Alors, vous pouvez me donner une définition informelle. Vous dire, c'est une procédure avec un certain nombre d'étapes finies. Mais le problème, c'est que là, cette définition informelle, elle ne suffit plus. Si le mathématicien veut prouver qu'il n'existe pas d'algorithme, d'accord? S'il est dans cette configuration-là, je reviens sur mon tableau, là, il n'existe pas de M, il n'existe pas d'algorithme. Alors là, j'anticipe un peu hein, en disant qu'en fait, une machine de Turing, c'est un algorithme, euh, mais à l'époque, on n'a pas ça, d'accord? On veut juste dire il n'existe pas d'algorithme. Mais il faut qu'on ait un cercle qui définisse l'ensemble de tous les algorithmes, d'accord? Tous les algorithmes. Or, c'est un ensemble infini. Donc, ça veut dire qu'il faut une définition formelle de ce que c'est qu'un algorithme, une définition qui peut être construite pas récursivement, d'accord? On peut construire l'ensemble infini, mais on sait comment construire l'ensemble infini. D'accord? Mais ça, on n'avait pas ça. On n'a jamais eu ça. La première fois qu'on a eu une vraie définition d'algorithme, c'est en 1936 avec la définition de la machine de Turing. Et cette définition arrive dans les années 30 précisément pour résoudre ce problème-là. C'est pas un hasard en fait qu'on a en fait trois définitions qui arrivent à peu près en même temps. La définition de la machine de Turing, qui est une définition d'algorithme, la définition des fonctions mu récursives. Je vais vous les mettre là parce que c'est quand même important d'avoir ça en tête. Donc, on a dans un mouchoir de poche trois définitions qui sont faites en même temps. Euh, la machine de Turing, les fonctions mu récursives. Alors, en fait, on dit aussi parfois les fonctions récursives générales ou simplement les fonctions récursives. Vous verrez tout ça. Enfin, tout ça peut être équivalent. Et le lambda calcul. On a ces trois-là. Donc, si je ne me trompe pas, on parle de quelque chose du genre, ça c'est 1930, ça c'est genre 1930 un peu plus tard, et ça c'est 1936. Euh, et indépendamment, c'est ça qui est très intéressant. Donc ici c'est Alonzo Church. Ici, ça va être Klein, je crois que c'est euh, Clean, pardon, Clean. Clean et Curl. Et ici, c'est
Là, j'ai un doute, je crois que le tréma, il n'est pas sur le O, il est sur le E. Non, il est sur le O. Bref. Et ici, bah, c'est Turing. Alan Turing. Indépendamment, ils arrivent à 3 modèles qui permettent de définir ce que c'est qu'un algorithme. D'accord? Fondamentalement. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Formellement. D'accord? Formellement. On avait encore une fois la définition intuitive. Et donc c'est très important pour les mathématiques parce que derrière, il y a cette notion de qu'est-ce que c'est qu'une procédure qui permet d'arriver à une décision formellement. D'accord? Ils arrivent à 3 modèles différents, très différents. D'accord? Un qui est vraiment inspiré de la notion de fonction qu'on connaît bien en mathématiques. Un qui est vraiment inspiré de la notion fondamentale d'écrire et de lire et d'écrire un symbole. Donc, c'est vraiment la notion la plus proche de l'algorithme basique dans le sens d'une instruction très très simple qui peut être suivie par une machine ou par un être humain. D'accord? Et un qui n'a rien à voir avec les deux autres, enfin qui n'a rien à voir. Non, qui est une version beaucoup plus propre et très abstraite des fonctions. D'accord? Donc ça c'est vraiment basé sur la fonction mathématique. C'est un petit peu, il y a beaucoup d'ambiguïté. C'est pas très 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 bien défini. Le lambda calcul, c'est beaucoup plus pur et abstrait. Et si on avait 2 fois plus de temps que ce qu'on a pour ce cours, je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment très très intéressant à étudier. Peut-être que vous aurez l'occasion de croiser. Alors, les fonctions mieux récursives, c'est intéressant historiquement de voir comment on est arrivé progressivement à construire des fonctions qui englobent le plus de choses possible. Pendant très longtemps, on avait ce qu'on appelle maintenant les fonctions primitives récursives. Ce sont des fonctions qui sont basées donc entièrement sur la notion de récursion avec simplement. Donc c'est comme les machines de Turing, au lieu d'utiliser le principe de base de choses très simples comme juste écrire un symbole et lire un symbole. Ici, sur les fonctions, on part comme point de départ de 2 fonctions initiales très très simples, la fonction 0 qui renvoie toujours 0 et la fonction successeur. Et à partir seulement de 0 successeur, vous ajoutez la capacité de faire une projection sur un vecteur. Vous avez la possibilité de prendre n'importe quel élément du vecteur. Vous ajoutez la capacité de faire des compositions de fonctions, donc f rongé, d'accord? Et vous ajoutez la capacité de faire de la récursion, d'avoir des fonctions euh, de n plus 1 par rapport à la fonction de n. Simplement à partir de ça, vous pouvez créer la fonction addition. À partir de l'addition, vous créez la multiplication. À partir de la multiplication, vous créez l'exposant. À partir enfin, les puissances, etc. Vous pouvez créer toutes les fonctions. Et pendant très très longtemps, on pensait que c'était la définition d'un algorithme aussi, enfin, dans sa version fonction. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des fonctions qui étaient calculables et qui étaient en dehors de ce champ-là. D'accord? Comme la fonction d'Ackermann, si vous voulez regarder. Ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on voit comment on arrive à un certain cercle, si vous voulez, on se rend compte qu'il y a des choses en dehors du cercle. Mais avec la fonction mur récursive, vous ajoutez en fait à ça la possibilité de faire une minimisation non bornée. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, vous avez la même chose qu'une machine de Turing. Et le lambda calcul, c'est vraiment très, très intéressant si vous vous intéressez à la programmation et au langage fonctionnel, ou même d'un point de vue mathématique, c'est absolument passionnant. L'idée de Church, c'est de dire qu'avec la notion de variable dans une fonction, on a fondamentalement beaucoup d'ambiguïtés qui sont intégrées. Pareil avec la notion d'égalité, d'accord? Le problème dans cette définition-là, c'est quand on dit, euh, quand on dit f de x égale x square, x au carré, ben, dans quel sens on doit le lire? Est-ce qu'il y a un sens d'opération? Donc il y a quelque chose, parce que l'égalité, elle n'a pas de direction, si vous voulez. Vous pouvez remplacer ça par, c'est la même proposition, d'accord? Mais d'un point de vue de calcul, d'un point de vue d'algorithme, si on veut arriver quelque part, il faut pouvoir dire, maintenant, il y a une direction. D'abord, on est là, à un moment qui est moins
développer et ensuite on va là. Donc il développe son concept de bêta-réduction en disant que fondamentalement, en fait, ce qui se passe en mathématiques ou dans n'importe quelle opération de calcul, c'est toujours deux choses. La réduction d'une expression, donc en faisant un certain calcul, d'accord, fondamental. Et pour lui, ce calcul fondamental, c'est simplement une substitution. On remplace certaines variables par d'autres expressions. D'accord? Donc il se rend compte que fondamentalement, il y a deux opérations fondamentales, la réduction et la substitution. Et donc il épure comme ça, il simplifie, il clarifie le concept de fonction pour arriver à quelque chose de beaucoup plus puissant et abstrait. Donc voilà. Donc ça, c'est juste un résumé très rapide sur ces deux-là. Nous, on va rester sur les machines de Turing parce que c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, à cause de ce problème qui doit être répondu à la négative, d'accord? Donc l'intuition des chercheurs, c'est que cet algorithme-là, dont je parlais, je réécris là, il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, il faut prouver donc qu'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, il faut pouvoir avoir une classe qu'on définit de tous les algorithmes et de dire, eh bien, dans cette classe, par définition, il n'y a pas d'algorithme qui peut résoudre ce problème-là. D'accord? Donc, parce que le problème qui était plutôt vu on va dire, dans ce courant positiviste, on se dit, bon, on va pouvoir tout démontrer, tout faire de la fin du 19e à cause de cet élan certains s'attaquent à des problèmes qui sont en fait insolubles, et parce qu'il est insoluble, on s'attaque au problème de comment est-ce qu'on va prouver qu'il est insoluble. Pour ça, il nous faut une définition de l'algorithme. D'accord? Encore une fois, hein, je répète, parce que c'est quand même important, depuis l'Antiquité, on utilise des algorithmes, mais on n'a jamais défini formellement la notion d'algorithme. Et pour la première fois, on le fait. Et pour la première fois, plusieurs personnes s'attaquent à ce problème-là. Trois gigantesques mathématiciens arrive à trois modèles différents qui se trouvent être tous équivalents, strictement équivalents. C'est-à-dire que je peux remplacer n'importe quelle machine de Turing par une expression du lambda calcul. Je peux prendre n'importe quelle expression du lambda calcul, le remplacer par une machine de Turing, et même chose avec les fonctions récursives. Ils arrivent à trois définitions de ce que c'est qu'être un algorithme, fondamentalement, et la procédure de résolution euh, d'un algorithme. Euh, et donc, c'est ça la thèse de Church-Turing. C'est pour ça qu'on arrive à cette thèse de mettre les deux ensemble, d'accord? De prendre Church-Turing. C'est qu'ils ont écrit ensemble un papier en 1936, hein, donc tout près. Où ils se sont mis d'accord pour dire que leurs modèles sont équivalents et que, en gros, comme ils sont équivalents, on n'a pas besoin de prendre tous les modèles, on peut en choisir un. Et celui qu'on choisit généralement, c'est la machine de Turing. La thèse de Church-Turing consiste à dire que la machine de Turing est équivalente à la notion d'algorithme. C'est tout. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est ça la conclusion. C'est de dire, bah, cette notion-là intuitive qu'on utilise depuis très très longtemps, bah, en fait, on peut la formaliser par la machine de Turing. Alors, si on considère l'équivalence, d'accord? Alors, est-ce que c'est une équivalence? Est-ce que c'est pas une égalité? D'accord? La définition formelle, puisque on a déjà trois modèles différents. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que c'est égal. C'est équivalent. Mais c'est un peu plus qu'équivalent. Alors, comment est-ce qu'on peut regarder cette équivalence-là? On peut la voir dans deux sens. D'accord? On peut la voir dans le sens de euh, Turing Machine. Tout ce qui est calculable par une machine de Turing est calculable intuitivement. Avec la notion intuitive, là j'aurais pu mettre intuitive, hein, la notion qui date de 2500 ans, ou plus peut-être, hein, peut-être que les Égyptiens avaient aussi des algorithmes, sans doute.
Euh, et on peut le voir du coup si c'est une équivalence dans l'autre sens. Alors, il y a un sens qui est plus facile à prouver que l'autre. Lequel? Il reste 2 minutes, on va terminer là-dessus. C'est un bon moment pour s'arrêter. Il y a un sens qui est plus facile que l'autre. Il y a un sens qui est particulièrement difficile. Qu'est-ce qui est plus facile? De prouver que tout ce qui peut être calculé par une machine de Turing, on peut dans le sens intuitif de l'algorithme, qu'on peut raccrocher finalement à une sorte de suivre des instructions à la main et voilà, de suivre des instructions ou de faire par une machine ou que tout ce qui peut être calculé par une machine de Turing peut aussi être résolu dans le sens intuitif de la notion d'algorithme qu'on a, ou de montrer que tout ce qui peut être résolu dans la notion intuitive d'algorithme qu'on a peut aussi être résolu par une machine de Turing. Moi, je dirais de machine de Turing à intuitive algorithm, dans ce sens-là, vers la droite. Et ça, c'est plus facile ou plus difficile, vous diriez? Euh, Bah, je dirais plus facile. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est plus facile parce que vous pouvez simplement montrer, bah, si j'ai les instructions d'une machine de Turing, moi, je peux le faire à la main. Je peux reproduire ce qu'une machine de Turing peut faire. Si une machine de Turing peut le faire, n'importe quel procédé algorithmique, même si on le transforme dans des, je sais pas moi, un système très complexe de vases communicants où on demande à un être humain de ne pas réfléchir, de suivre des instructions. Il peut suivre les instructions d'une machine de Turing, s'il sait comment ça fonctionne. Donc, montrer que tout ce qui peut être résolu par une machine de Turing peut être résolu du point de vue intuitif, de la notion intuitive d'algorithme qu'on a, ça c'est facile. Ce qui est difficile, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on se dit, oui, mais c'est pareil, c'est tous les algorithmes auxquels je pense là maintenant, mais existe-t-il d'autres algorithmes auxquels je ne pense pas, qui sont très 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 compliqués et qui ne peuvent pas être définis en termes de machine de Turing? Comment est-ce que je sais que la machine de Turing, c'est l'alpha et l'oméga de l'algorithme, qu'il n'y a rien d'autre? D'accord? Ça, c'est plus difficile. Notamment quand on a vu, comme on a vu avec les langages réguliers, langages. À chaque fois, on voit, ah ouais, il y a des langages qui ne sont pas réguliers. D'accord? Il y a des problèmes qui sont pas résolubles, qui peuvent pas être résolus par un DFA. Et ensuite, on voit des langages qui ne sont pas hors contexte. Ça veut dire qu'il y a des langages qui ne peuvent pas être résolus par un PDA. Et ensuite, on a vu, ah, alors on n'a pas vu, je pense, mais il y a des langages qui ne peuvent pas être résolus par une LBA. Parce qu'une LBA a un espace limité et vous avez des langages qui demandent énormément d'espace, comme par exemple le problème de l'équivalence de deux DFA. Donc c'est l'ensemble des paires de machines, enfin, de deux machines telles que M1 et M2 sont des DFA équivalents. D'accord? Ça veut dire qu'ils reconnaissent le même langage. C'est un problème qui est résoluble, hein. C'est pas un problème, hein. On peut le résoudre, mais il faut un espace considérable. Et une LBA a trop d'espace limité, donc il faut quelque chose de plus puissant. Donc si on réfléchit à ça, on se dit, mais alors est-ce qu'il existe quelque chose en dehors de la machine de Turing? C'est possible, peut-être. Alors ce que dit la thèse de Churchill, c'est non. Elle dit non. C'est tout, c'est ça. Mais maintenant, il va falloir essayer d'être convaincant. Une des premières choses qui devrait nous convaincre, c'est qu'on a trois modèles différents qui disent la même chose et qui pointent vers la même chose. D'accord? Donc là, je suis déjà au-delà de l'heure. Je vais m'arrêter là. S'il vous plaît, lisez tout ce que vous pouvez hein, autour du sujet. Allez voir dans les lectures pour pouvoir bien avancer là-dessus. Il faut être très très clair sur décidable, décideur, reconnaissable, reconnaisseur. Enfin voilà. C'est bien au clair sur tout ce qu'on a vu là. Ce sont des concepts vraiment importants. Il va falloir
apprendre à bien les articuler et avancez bien sur le projet de machine de Turing parce que ça va aider. Vraiment, le projet va aider à comprendre ce qu'on va voir là. Ça va rendre tout ça beaucoup plus concret. D'accord? Parce qu'on parle à la fois de choses très abstraites, très haut niveau, mais en même temps, c'est très concret. C'est des machines, ce sont des machines. Donc, le projet va vraiment aider pour ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour votre attention. Au Monsieur. revoir. Au revoir, bonne Au fin de journée. revoir.